Alors, pour commencer, avec Valérie Pécresse, je n'ai pas besoin de présenter Valérie Pécresse, je pense que tout le monde la connaît. Peut-être simplement dire 2-3 mots sur une interview que vous accordez à un journal ami et concurrent que je connais bien, et vous aussi, je crois. Ce matin, vous vous dites, pour parler un peu, non pas de la campagne, mais en tout cas de vos projets, je veux tout chambouler en Île-de-France. Alors, vous aviez écrit un livre il y a quelques années qui disait « Être une femme politique, c'est pas si facile, mais être une femme politique, ça veut dire vouloir bousculer les choses ». Disons que moi, je suis très frappée par une forme de conservatisme dans la gestion locale qui frappe notre pays. Quand on a, comme le président de la région Île-de-France, un budget de 11,5 milliards d'euros à dépenser, puisque vous savez que le président de la région préside le syndicat des transports. C'est pas, j'imagine que je parle ici à des personnes qui connaissent bien le STIF. 6,5 milliards de budget, et puis 5,5 milliards pour la région, donc 11,5 milliards de vos impôts à dépenser. La question, c'est comment est-ce qu'on se positionne. Et moi, je prends position. Je crois, je ne serai pas un président de région rentier qui prend l'argent de vos impôts et qui fait des chèques. Je serai un président de région entrepreneur qui utilisera cet argent pour créer de la richesse et de l'emploi en Île-de-France. Et je crois qu'il faut qu'on change complètement de paradigme, de prisme, de modèle de gestion locale. Un président de région, c'est celui qui fait la stratégie d'investissement de la région. C'est donc quelqu'un qui doit avoir une vision de où et comment il peut développer l'emploi et faire croître sa région. Donc le sujet, c'est de changer complètement le mode de gouvernance. C'est pour ça que j'ai dit chambouler tout. Mon objectif, c'est une version rupture francilienne, si vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de dire président entrepreneur dans une région pro-business. Et je crois que si on part de ce paradigme-là. Il y a 660 000 chômeurs en Île-de-France. La région Île-de-France, qui a toujours été le moteur de la France, a dératé. A dératé, voilà, on ne peut pas le dire comme ça. On a des atouts formidables, on s'est reposé pendant des années sur ces atouts formidables, mais aujourd'hui, il manque un acteur qui soit le fédérateur public des initiatives privées. Et ce fédérateur public des initiatives privées, c'est le président de région, parce que c'est lui qui a les 11,5 milliards qui peuvent permettre, par un effet de levier que vous imaginez bien, de dynamiser l'ensemble, d'accélérer les procédures. Voilà, donc on va parler de mobilité, mais la mobilité, pour moi, n'est qu'un moyen au service de cette ambition d'une région créatrice d'emplois, d'une région moteur de la croissance en France et d'une région qui doit être la métropole européenne, voire même la métropole mondiale dans un certain nombre de domaines. Alors, on va parler de mobilité. Vous le dites dans la même interview et en faisant un diagnostic assez sévère, la situation complexe. Vous prenez vous-même les transports en commun, vous l'avez pris ce matin, donc pour ne pas la nommer la ligne A. Non, je tiens à rectifier tout de suite. Non, je n'ai pas pris la ligne A, sachant le souk. Vous l'avez pas pris, voilà. Non, moi de toute façon, je ne suis pas sur la ligne A, je suis sur la ligne L, qui est aussi une ligne sinistrée en ce moment, mais j'ai pas pris la ligne A, mais sachant le souk qui allait toucher la ligne A, j'ai pris ma voiture et du coup je suis arrivé très en avance parce que par les mystères de cette belle région, quelquefois quand vraiment tout va mal, les gens ne prennent pas les transports en commun et donc on a une circulation totalement fluide, alors qu'un jour normal on a une circulation totalement thrombosée. Enfin bon, vous connaissez par cœur les choses. Donc ce que je vous disais, Philippe, tout à l'heure, c'est qu'en fait j'ai mis mon QG à 5 minutes à pied de la gare Saint-Lazare, uniquement pour pouvoir venir en train à mon QG, pour pouvoir ne pas avoir à prendre la voiture, parce que c'est un cauchemar de prendre sa voiture en Île-de-France. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il faut investir massivement dans les transports en Île-de-France. Une des questions que tout le monde se pose, c'est dans quel domaine, comment choisir, parce qu'on ne peut pas aller partout, on voit bien. Est-ce qu'on ne risque pas, évidemment, en investissant dans tel ou tel domaine, de décevoir ceux qui vont devoir attendre? Il y a des temps de travaux qui sont toujours très très longs. Donc, quelles sont vos priorités et comment éviter finalement de se disperser, de disperser l'argent? Où est-ce qu'il faut le mettre en priorité dans le domaine notamment du ferroviaire? Alors, d'abord, plusieurs choses. Moi, je vais tout recentrer. C'est-à-dire, la région a 5 milliards de budget en propre. Je vais annoncer dans les jours qui viennent un grand plan anti-gaspi
anti-gaspillage, de meilleure gestion de la région, où je vais complètement réorganiser le mode de fonctionnement de la région, les structures régionales, et je vais surtout faire plusieurs centaines de millions d'euros d'économies par an. Et c'est possible sur un budget de 5 milliards. Je vous le dirai dans quelques jours. Je ne vais pas vous dévoiler ce plan que je dévoilerai dans quelques jours. Dans la même interview, vous évoquiez la vente du siège, de tous les sièges, et de réinstaller le siège en Seine-Saint-Denis d'ailleurs. Non, mais typiquement, quand on a 200 millions d'euros de patrimoine dans 5 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement de Paris, on ne se paye pas le luxe de 25 millions d'euros de loyer, toujours dans le même 7e arrondissement de Paris. On vend et on part s'installer de l'autre côté du périphérique, en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne, et on fait l'économie de ces 25 millions d'euros. Déjà, avec 25 millions d'euros d'économie, on pourrait mettre un petit peu d'huile dans les transports. Mais ça n'est qu'un exemple, et vous en aurez cette semaine beaucoup d'autres. Pareil sur les organismes associés de la région. On a une trentaine d'organismes associés de la région. On a l'impression que chaque conseiller régional a voulu son organisme, a voulu sa structure. On me parle de développement économique. On a une demi-douzaine de structures qui font du développement économique en Ile-de-France. Tout ça, c'est juste grotesque. Donc on va tout restructurer pour pouvoir faire des économies. Et ces économies, on va vous les rendre. On va vous les rendre en transport. Parce que moi, j'aurai 2 priorités, j'en aurai pas 3. Les transports et l'emploi, c'est-à-dire les transports, le développement économique et la formation. Et si on en a trop, si on vous dit qu'on va tout faire, évidemment, on fait tout mal. Et on se retrouve avec une région... Alors, électoralement, ça peut payer, hein. Électoralement, ça peut payer. Une région qui devient un guichet de subvention pour donner un petit quelque chose à tout le monde. Mais ça n'est pas la région que je veux. Parce qu'à terme, ça n'est pas une région qui fait la révolution des transports. Pour faire la révolution des transports et être crédible pour la faire, il faut dégager des moyens financiers très substantiels. Alors, la deuxième chose que je voulais vous répondre, c'est qu'il ne faut pas confondre le Grand Paris Express et la région. Aujourd'hui, les compétences sont totalement différenciées, les ressources totalement différenciées. Le Grand Paris Express, il y a une structure qui s'appelle la Société du Grand Paris, dans laquelle siège le président de région et qui est coordonné avec la région, mais ça ne sont pas les mêmes canaux de financement. La Société du Grand Paris a des ressources propres, fiscales d'ailleurs, 1 milliard d'euros de ressources propres financées sur les entreprises franciliennes avec des taxes affectées. Donc il faut arrêter de mélanger les choux, les carottes et le reste. La Société du Grand Paris fait les nouvelles lignes. La région, elle, doit être sur la modernisation de l'existant. Et cette question de la modernisation et de l'enrichissement de l'existant, à mon avis, c'est la priorité de ce mandat pour moi. Et ça inclut la rénovation du ferroviaire, ça inclut une offre bus complètement radicalement différente. Et quand je dis bus, c'est bus, transport à la demande, pour compléter l'offre ferrée. Et puis, une réflexion sur la Smart Région, cette région intelligente qui nous offre un certain nombre d'applications qui nous permettront de nous simplifier la vie. Je donnerai qu'un seul exemple. Vous savez qu'à Paris, il y a 25% des voitures qui sont dans les rues qui cherchent une place. 25%. Donc si on arrivait à faire une application régionale de gestion des places de parking en temps réel qui vous géolocaliserait, qui vous dirait sur votre tableau de bord, voilà où est la place la plus libre, la plus proche, aérienne, souterraine, qui mettrait en plus, puisqu'on est à l'heure de l'économie numérique, qui dirait en plus où sont les parkings de certains franciliens qui partent travailler, qui libéreraient leur place et qui pourraient les sous-louer pendant la journée quand ils ne sont pas là. Bref, si on avait une vraie gestion intelligente des places de parking, je pense qu'on pourrait commencer à désembouteiller Paris, puisqu'on sait bien, en matière de mobilité, que si on enlève 5 à 10% des personnes aux heures de pointe dans les transports en commun, 5 à 10% des véhicules sur la route, à ce moment-là, on fluidifie l'ensemble. Donc il faut qu'on se donne comme objectif ces 5 ou 10% de personnes en moins sur les routes et dans les transports en commun. Alors, une des questions que chacun se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec le STIF ? Parce que le STIF est en charge de l'organisation et de la rénovation en particulier, et donc du financement. Vous avez l'idée de le remettre à plat, de changer son nom, je crois.
Ça pourrait s'appeler Île-de-France Mobilité. Oui, enfin, c'est pas le changement de nom qui est le plus important. Et voilà, qu'est-ce que ça recouvrerait derrière ce changement? Moi, je ne ripolline pas l'existant en changeant le nom. Non, Île-de-France Mobilité, c'est des nouvelles compétences pour le STIF. C'est de dire que c'est pas normal d'avoir un syndicat des transports qui est compétent pour les bus, pour le ferré, mais qui n'est pas compétent, alors je vais m'avancer, hein, pour les taxis, qui n'est pas compétent pour vraiment l'intermodalité globale. Nous devons avoir une vraie réflexion sur l'intermodalité. D'ailleurs, il y a un sujet qui est très peu abordé dans les discussions. C'est le lien entre le Grand Paris Express et l'existant. C'est ce qu'on appelle les interconnexions, les gares. Et ces interconnexions, moi je suis persuadée que leur coût est totalement sous-évalué. Et je suis persuadée aussi qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ce qu'on allait mettre dans les nouvelles gares du Grand Paris. Par exemple, je suis frappée qu'on ne parle pas de parking à vélo sécurisé. Si vous ne sécurisez pas les parkings à vélo, les gens ne viendront pas à vélo dans la gare. Ou quand ils seront fait voler le vélo, ils n'y reviendront plus. Donc on a cette question-là. On a la question des gares routières. On a la question de comment on fait arriver les bus dans les gares du Grand Paris. Si vous regardez la gare d'Atocha, en Espagne, vous vous rendez compte que toute l'interconnexion a été vraiment réfléchie. Il faut faire une nouvelle place au bus. Alors j'ai vu que je suis aidée par un ministre qui, à mon sens, est un petit peu, enfin, n'a pas vraiment sa place dans le gouvernement puisqu'il n'en partage aucune des options. Il s'appelle M. Macron. Et M. Macron a commencé à réhabiliter l'autocar. Bon. C'est à peu près la seule chose qu'on retient quand on pense à la loi Macron. C'est on va libéraliser les autocars. Bon, il faut évidemment que le bus redevienne... Enfin, il faut redonner ses lettres de noblesse au bus. Moi, je propose qu'on essaye d'imaginer des RER autoroutiers sur les autoroutes, c'est-à-dire des lignes de bus à très haute qualité de service qui fassent des longues distances, comme on le fait sur la 10 aujourd'hui, comme on le fait sur la 13, mais peut-être en expérimentant la banalisation aux heures de pointe de la bande d'arrêt d'urgence qui pourrait servir de voie de desserte supplémentaire pour des bus à haute qualité de service qui desserviraient par exemple Bonnières-la Défense ou par exemple effectivement Montmelin, c'est pas une autoroute, mais qui pourraient remonter sur le long de la 10. Alors, on a parlé de IDF Mobilité et de ce que ça retraçait, c'est-à-dire l'intermodalité. En face de ça, une de vos propositions, c'est de transformer le pass Navigo. J'aimerais bien que vous disiez quelques mots d'ailleurs du pass Navigo universel, sur lequel vous êtes évidemment très critique, notamment le non-financement. Et donc ce pass Navigo deviendra un pass mobilité universel. Donc ça veut dire que le numérique, l'interconnexion modale, c'est quelque chose qu'il est possible de trouver un modèle économique dans ce domaine? Alors d'abord, il faut aller chercher l'argent. Pourquoi ? Parce que le pass Navigo unique à 70 €, on a bien compris ce que c'était. Hein, c'est un chèque à 2 mois des élections pour que les électeurs aillent voter socialiste. Bon, moi j'ai bien compris ça, mais enfin il manque quand même 300 millions pour le financer. Il y a eu 200 millions payés par les entreprises et il manque 300 millions en année pleine. D'ailleurs cette année, pour le financer dans le dernier trimestre, là juste avant les élections, on a pris, tenez-vous bien, les crédits de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour boucler le mode de financement, les 30 millions d'euros que la région devait. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas l'année prochaine parce que moi, je trouve ça sidérant. La France est un pays qui a un vrai problème avec les politiques de l'emploi. Je veux dire, je n'arrive pas à comprendre comment l'emploi n'est pas aujourd'hui le sujet politique majeur de toutes les élections. Et comment est-ce qu'on peut réussir à prendre l'argent de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour financer une mesure qui est une mesure électorale de campagne, enfin, et sans que personne ne s'en offusque, je veux dire. Bon, c'est pour moi très perturbant. Enfin bon, c'est la France et je suppose que c'est comme ça. Donc le pass Navigo à tarif unique, sur le principe, part d'une intuition qui a été partagée à gauche comme à droite. Donc sur le principe, moi j'y reviendrai pas. Je suis une élue de la très grande couronne. Chez moi aussi, le pass Navigo était à 115 € pour un service absolument défectueux. Je suis une élue du RERB Sud, donc je comprends très bien la satisfaction des usagers de se dire au lieu de payer 115, je paye 70. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces 70 € ne sont pas financés. Donc on a un problème d'argent. Et moi, je vais être celle qui dérange et qui dira qu'il faut aller trouver l'argent. Alors où est-ce qu'on le trouve ? Eh bien, moi, je crois qu'il faut arrêter de le trouver en taxant les entreprises. Gilles Carrez, que vous connaissez, qui est quelqu'un qui a une expression
généralement très modérés, à parler du martyre fiscal des entreprises franciliennes. Le martyre fiscal des entreprises franciliennes, c'est cette avalanche de taxes qui s'est abattue sur toutes les PME franciliennes, sur les grands groupes aussi, depuis 2012 pour financer le Grand Paris, mais aussi le pass Navigo unique, 1 milliard de taxes supplémentaires depuis 2012 sur les entreprises de plus de 10 salariés. Et c'est très dommageable, hein, parce que ça veut dire que de plus en plus de PME franchissent la frontière et vont s'installer dans Lyon, dans le Loiret, dans l'Aisne. J'étais l'autre jour à Nemours chez Valérie Lacroute, qui m'expliquait qu'elle s'était battue bec et ongle pour empêcher une entreprise de partir dans Lyon. Et ils avaient fait le calcul qu'ils payaient plusieurs centaines de milliers d'euros de taxes de moins s'ils franchissaient la frontière et qu'ils allaient s'installer 10 km plus loin. Donc il faut faire très attention, parce que nous sommes une région qui a beaucoup, beaucoup de problèmes avec ses franges. Et moi, je suis totalement contre la logique que poursuit le gouvernement, qui est une logique de centralisation, de métropolisation, avec un cœur extrêmement puissant et une périphérie dortoir où il n'y aurait pas de services, pas de transport et pas de développement économique. C'est le contraire. Et pour moi, la région est l'antidote. Attention aux oubliés du Grand Paris, c'est ça ? Attention à la France périphérique. Cette France périphérique qui vote maintenant à 35% FN. Alors je comprends que ça arrange la gauche, hein. La gauche a intérêt à ce que la France périphérique vote de plus en plus FN. Un intérêt électoral évident. Et donc je comprends très bien. C'est stratégique et c'est assez machiavélique. Concentrons les efforts de transport et de services publics à Paris et en petite couronne. C'est là où on retrouve le cœur de l'électorat de gauche. Oublions la grande et encore plus la très grande couronne. Et une très grande couronne oubliée, c'est une très grande couronne radicalisée qui permet à la gauche de garder le pouvoir. Donc tout ça est un cercle vicieux totalement organisé. Et moi, évidemment, je suis la candidate qui veut faire l'inverse. Je suis la candidate qui veut aménager le territoire de l'Île-de-France. Mais pour vous, qui êtes des spécialistes de transport, il faut y réfléchir. Comment est-ce qu'on rentabilise une infrastructure qui coûte des centaines de millions d'euros ? En l'utilisant dans les deux sens. Pas en l'utilisant dans un sens le matin, dans un sens le soir. C'est juste absurde économiquement. Ça veut donc dire qu'un président de région un peu visionnaire, il doit avoir comme vision de faire du développement économique en grande couronne, de façon à ce qu'on utilise toutes les infrastructures dans les deux sens. Et j'ajoute qu'évidemment, notre région est la plus belle du monde, à condition d'avoir à s'y déplacer le minimum. Pardon de vous le dire ça. Donc le sujet aussi, c'est comment est-ce qu'on organise des territoires dans lesquels il y aurait à la fois des logements, du transport, de la formation et de l'emploi, de façon à ce qu'on puisse vivre dans son bassin de vie et pas traverser toute l'Île-de-France matin et soir. Alors je sais que certains parlent de rééquilibrage à l'Est. Alors c'est génial parce que c'est un discours, le rééquilibrage à l'Est, qu'on entend depuis 17 ans et on a la maire de Paris qui fait la tour triangle, porte de Versailles. Vous cherchez l'erreur. Je veux dire, on parle du rééquilibrage à l'Est, on fait l'inverse. Bon, c'est pas très grave, on va s'en charger si je suis le président de région, mais il faut que nous réfléchissions non seulement au rééquilibrage à l'Est, mais au rééquilibrage en grande couronne. Parce que le Grand Roissy, par exemple, c'est pas forcément du rééquilibrage à l'Est. Ça peut rééquilibrer sur l'Est, mais ça peut aussi rééquilibrer sur le Val d'Oise, qui est un département totalement oublié aujourd'hui des politiques régionales. Merci. Alors, on va maintenant écouter aussi nos autres intervenants pour lancer un débat. J'aurais juste terminé par une question. J'ai oublié de vous dire comment je finançais. Ben voilà, j'allais le dire, c'était ma question, puisque vous alliez parler sans doute d'un sujet qui fait chaud au cœur, notamment dans cette maison, c'est le sujet de l'écotaxe régionale. Oh là, il n'y a pas que ça. Notamment, alors. Il n'y a pas que ça. Oui, alors l'écotaxe régionale, là aussi... Là, vous voulez rétablir une écotaxe c'est pas que je veux la rétablir, c'est que je l'ai établie. J'étais ministre du budget, c'est moi qui ai signé l'écotaxe. Donc moi, je suis cohérente avec moi-même, contrairement à certains autres hommes politiques. Je ne dis pas que je vais faire quelque chose que je suis en train de défaire. Je veux dire, bon, voilà. Donc si je suis présidente de région, j'arrêterai le démantèlement des portiques. Je ne vois pas très bien... Enfin, bon, il y a une espèce de confusion. On me dit qu'on est pour l'écotaxe et en même temps, on est en train de défaire l'écotaxe. Donc, alors, où est-ce qu'on trouve l'argent ? Il y a plusieurs leviers. Moi, je vais vous en proposer quelques-uns, c'est des pistes. D'abord, la lutte contre la fraude.
C'est absolument inexplicable et incompréhensible qu'on laisse aujourd'hui la fraude prendre les proportions qu'elle prend aujourd'hui en Île-de-France. Donc moi, je créerais une police régionale des transports. Et quand je dis régionale, ça veut dire qu'il couvre aussi les bus, parce qu'on a les services du GPSR pour la RATP, on a la SUGE pour la SNCF, on n'a pas de police des bus pour le réseau Optile. Je suis désolée, il nous faut une police régionale des transports. Dans les bus, la fraude est encore plus grande que dans les réseaux ferrés. Donc il nous faut une police des transports, il faut lutter contre la fraude. Moi, j'ai proposé au gouvernement, à la demande de la SNCF elle-même, le gouvernement ne l'a pas accepté, mais parce qu'on est en période de campagne électorale, je ne doute pas un seul instant que si je suis élue présidente de région, il l'acceptera, qu'on propose le port obligatoire des pièces d'identité dans les transports en commun. Pourquoi ? C'est pas pour qu'on vous demande de passer dans un portique, mais c'est simplement pour que ceux qui sont contrôlés sans billet, on puisse, il faudrait accroître les pouvoirs des contrôleurs, on puisse leur demander de présenter leurs pièces d'identité. Combien d'entre vous ont assisté, parce que moi j'y assiste très régulièrement, à cette scène absolument abracadabrantesque où le contrôleur arrive, dit « Monsieur, vous n'avez pas de ticket ?» La personne dit « Non. Comment vous appelez-vous ? Je n'ai pas ma pièce d'identité sur moi. Ah bon ? Mais je vous appelle comment ? Je m'appelle Picsou rue du Bonheur. Bon, bah, très bien, il faut vous croire sur parole. » Non, mais on en est au stade où à la SNCF, ils ont donné comme consigne de demander les numéros de portable et d'appeler les personnes quand ils les ont, et de noter le numéro de portable sur la contravention. Enfin, moi je me fais coincer, on me demande mon numéro de portable, je me mets dans la tête d'un fraudeur. Je ne me pratiquerai pas comme ça, puisque moi je ne fraude pas. Mais je jette mon portable en sortant et je change d'opérateur. Et le service recouvrement de la SNCF va payer combien auprès des opérateurs pour essayer de retrouver celui qui, 3 mois avant, avait tel numéro. Enfin bon, il y a un moment où on se complique la vie pour rien. On nous dit 200 millions d'euros de fraude. Moi, je suis persuadée qu'on en a pour beaucoup plus. 200 millions, c'est 5% des recettes tarifaires. Enfin, bon, vous prenez souvent les transports en commun. À mon avis, on est bien au-delà. Alors donc, on a un sujet fraude. Il faut qu'on récupère cet argent. Et j'ajoute que le sujet fraude va avec le sujet dégradation, va avec le sujet incivilité, va avec le sujet sécurité. Parce que si vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé dans le métro de New York, vous vous rendez bien compte que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques que nous sur ces sujets. Ils considèrent que si tous les fraudeurs ne sont pas délinquants, en général, les délinquants n'ont pas payé leur ticket. Donc, quand vous commencez par lutter contre la fraude, vous assainissez l'ensemble du réseau. Et moi, je pense notamment aux incivilités, au vandalisme, qui sont quand même des fléaux aujourd'hui de nos transports en commun. Donc, la fraude. Les crédits européens. Excusez-moi, là encore, de dire un gros mot. J'ai dit le mot Europe. Alors, aujourd'hui, la bien-pensance généralisée, c'est de dire l'Europe, c'est pas bien, ça marche pas, etc. C'est pas l'Europe qui marche pas, c'est nous qui marchons pas. C'est nous qui allons pas chercher les crédits. C'est nous qui ne regardons pas l'Europe avec les yeux des autres pays. Je vais vous donner un exemple. Londres. Ça ne veut pas dire qu'on est plus riche que Londres. Bon. Londres récupère 20 € par an et par habitant de plus de fonds structurels européens que nous. 20 € par habitant et par an. Pourquoi ? Parce que les Anglais sont totalement pragmatiques, et de l'argent à aller chercher, ils y vont. Hein, depuis Margaret Thatcher, I want my money back, ils vont la chercher. Mais si on regarde Munich et si on regarde Amsterdam, c'est encore plus de fonds structurels européens qui vont chercher. C'est normal, les Länder allemands, ils sont à Bruxelles et ils ont donné comme consigne à leur chargé de mission à Bruxelles d'aller chercher les crédits. Pareil pour les Belges et les Néerlandais. Donc il y a un moment, on n'est pas moins outillés qu'eux pour réussir. Fonds structurels. Qu'est-ce que ça pourrait faire des fonds structurels ? Ça pourrait payer des parkings gratuits en grande couronne. Ça pourrait faire des aménagements périurbains. Ça peut payer plein de choses, des fonds structurels. Il y a les fonds structurels. Il y a les fonds sociaux. Alors là-dessus, les fonds sociaux, on a eu un scandale vivant en juin dernier. 50 millions d'euros. 50 millions. Hein, on n'est pas en train de parler de petites sommes. 50 millions d'euros. Bruxelles a annulé 50 millions d'euros de crédit qui était le plan emploi bruxellois, qui était destiné à l'Île-de-France. À l'Île-de-France. Alors, si vous cherchez à ouvrir des formations aux nouveaux métiers des transports, ou s'il vous manque des salariés qualifiés dans vos domaines, dites-vous qu'il y avait 50 millions d'euros pour vous aider à faire des formations, 50 millions d'euros qui ont été perdus faute de projets déposés par la région Île-de-France. 50 sur 120. Et d'ailleurs, celui qui a attiré mon attention sur ces histoires de fonds européens, c'est Wolfgang Schäuble, le ministre allemand
des finances, parce que quand François Hollande s'est mis à dire il faut un grand plan d'investissement pour relancer la croissance en Europe, Wolfgang Schäuble a dit on a mis 5 milliards d'euros sur la table pour l'emploi, la France n'est pas allée les chercher. La France n'est pas allée les chercher. Alors il y a un moment quand même, il faut peut-être qu'on se décide à y aller. Donc, fonds pour l'emploi, fonds structurels, mais aussi les fonds Juncker. Alors les fonds Juncker, c'est intéressant. Là aussi, vous savez, plan Juncker, 30 milliards d'euros avec des prêts BEI. En fait, c'est des investissements d'avenir européens, c'est le principe. Je suis allée voir le vice-président Katainen, vice-président compétitivité à Bruxelles. Il m'a dit « Ah, vous êtes la première représentante de la région Île-de-France que je rencontre. » Bon, déjà. Ensuite, il m'a dit « J'ai un problème, c'est que pour l'instant, je n'ai vu pour les crédits Juncker que des représentants du gouvernement français. Et le gouvernement français ne me propose que des très grandes infrastructures dont je mesure mal la rentabilité et surtout la faisabilité à moins de 10 ou 15 ans. On lui a proposé quoi? Le canal Seine-Nord. On lui a proposé quoi? Des lignes de TGV. Bon. Moi, j'arrive et il me dit, c'est pas du tout ça que je veux. Ce que je voudrais, c'est des présidents de région qui viennent me proposer des projets de dynamisation de territoire avec des chercheurs, des entrepreneurs, éventuellement des infrastructures à construire, mais des infrastructures au service d'une dynamique économique. Il y a des centaines de millions d'euros à aller chercher. Et puis, dernière chose, dont je veux quand même vous parler, parce que là aussi, il y a des sujets, c'est la recherche. Il y a des gros programmes de recherche en matière de transport et de mobilité. Je pense que c'est essentiel pour l'Île-de-France. Parce que quand on parle mobilité, on parle aussi filière industrielle. Et moi, je ne me résigne pas à la désindustrialisation de l'Île-de-France sur la filière automobile, sur la filière des véhicules, mais même sur la filière aéronautique, sur la filière des systèmes. Nous avons besoin aujourd'hui de relancer l'Île-de-France sur la mobilité du futur. Pour ça, il faut de l'innovation, il faut de la recherche. Horizon 2020, les crédits européens, l'ancien PCRD, nous avons 12,5% de taux de retour et nous finançons 16,5%. Est-ce que c'est normal? Est-ce que la France n'a pas les plus grands chercheurs d'Europe? Est-ce que c'est normal que nous n'allions pas chercher donc 12,5 au lieu de 16,5, alors qu'en réalité, on devrait récupérer 18%. Si nos chercheurs se mettaient dans la logique d'aller chercher l'argent, on y arriverait. Le problème, c'est que les meilleurs chercheurs franciliens, eh ben, ils gagnent les appels à projets nationaux. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent chercher les crédits européens? Il faut qu'on les accompagne. Et ça veut dire qu'il faut qu'à la région Île-de-France, il y ait des personnes chargées de monter les dossiers de financement et de les aider. Et il faut que l'antenne de la région à Bruxelles, elle soit là, avec des chargés de mission qui soient dirigés vers la récupération des fonds. Je suis désolée de vous dire que si mon prédécesseur était tchèque ou hongrois, il sauterait. Il sauterait pour ne pas être allé chercher cet argent. Parce on est en train de parler de pratiquement 1 milliard d'euros par an de crédits non appelés par la France, à peu près. Merci beaucoup Valérie Pécresse. On va vous laisser reprendre votre souffle. On y reviendra sur toutes ces questions. Olivier Duboitaine, on parle justement des gens qui réfléchissent grands enjeux de court terme, de moyen terme, de long terme pour la mobilité. Ce qui m'intéresserait peut-être en premier lieu, parce que vous aviez 3 points dans votre intervention, donc si on peut les suivre, c'est peut-être qu'on fasse un petit peu la comparaison entre l'Île-de-France et des métropoles comparables. Alors, il y a beaucoup de points, bonjour à tous, il y a beaucoup de points comparables entre Paris, Londres, New York, Tokyo. Au fond, ce sont des villes qui se sont créées dans l'économie industrielle du 19e siècle et qui ont toutes à la fois les mêmes enjeux et les mêmes problèmes à surmonter aujourd'hui. Alors, quels sont ces problèmes? Eh bien, ce sont des villes qui se sont distendues. Elles ont concentré les activités, c'est ce que nous disait Madame la Ministre à l'instant, et elles ont étalé l'habitat dans des zones moins denses. Ce qui fait que dans les zones centrales, l'enjeu, c'est la fluidité. La fluidité non seulement pour les personnes qui se déplacent en transport collectif, mais aussi pour celles qui ne peuvent pas se déplacer en transport collectif. Je pense aux livraisons, je pense à tous les professionnels qui accumulent des rendez-vous dans les zones denses, et donc la question du stationnement
que vous citiez là. Et puis, dans les périphéries, c'est également une question que vous abordiez. La question est la vie de proximité. La vie de proximité, c'est pas seulement habiter éventuellement dans des maisons et à proximité d'espaces verts, mais aussi trouver des emplois, des services à proximité. Donc organiser la vie de proximité, c'est un vaste mouvement qui commence à se faire en Île-de-France, mais qui est encore devant nous. Quelques chiffres. Dans le centre de Paris, la marche à pied, 60% des déplacements. Les transports collectifs, 27%. La voiture particulière, 7%. Ce qui fait que l'essentiel de la circulation que vous voyez passer à côté, ce sont des visiteurs mobiles qui ne prennent pas les transports collectifs. Tous ceux qui le prennent le font déjà. Et à l'extrême, dans la Grande Couronne, qui vous est chère, Madame la Ministre, c'est l'inverse. La voiture particulière, 57% des déplacements. La marche à pied, 27%, et les transports collectifs, 14%. Et dans ces 14%, c'est essentiellement des gens qui prennent les RER pour arriver dans le centre-ville. Ou les trains. Ou des trains, pardon. Et la ligne L en particulier. Pas que. Donc voilà un premier diagnostic d'enjeu sur la région Île-de-France. Alors maintenant, si on veut aller plus loin, par rapport aux autres grandes capitales, et notamment à Londres, l'Île-de-France se trouve dans une situation de crise de financement aiguë. Et ceci pour toute une série de raisons qui se conjuguent aujourd'hui. Alors je ne parle pas de la dette publique et de la nécessité de réduire les charges publiques, qui est le leitmotiv général derrière nous, mais la croissance, le premier difficulté, c'est la croissance régulière et inéluctable jusqu'à présent des dépenses de fonctionnement des transports. Les 9 milliards budget de coût du fonctionnement des transports collectifs font 1% de croissance annuelle indépendamment de tout service supplémentaire ou amélioration. C'est-à-dire à géométrie constante, il faut trouver chaque année 100 milliards de plus pour faire le même service. 100 millions de plus. Restons raisonnables. Oui, soyons raisonnables. Et auxquels s'ajoutent, bien sûr, les dépenses supplémentaires annuelles liées aux services nouveaux qui sont créés, les trams, les prolongements de métro, les lignes de bus. Tout ça est, bien sûr, très utile et indispensable. Donc, ce n'est pas 100 millions annuels qu'il faut trouver, c'est 100 plus 50, mettons entre 150 et 200 millions par an. Et ça, quels que soient les suppléments et les projets que vous nous avez présentés tout à l'heure, qu'il faudra financer en plus. Voilà. Donc, il y a déjà une équation, une base qui est déficitaire et qui accroît le déficit chaque année. La deuxième difficulté, c'est que par rapport à Londres ou par rapport aux autres grandes capitales, l'Île-de-France est la seule grande région métropolitaine dans laquelle les usagers payent aussi peu. Ils payent en gros 40% du coût total et en fait 30% compte tenu du remboursement des passes Navigo par... Avec le pass à 70 €, on tombe à 25%. Alors, c'est peut-être moins aujourd'hui, mais dans les statistiques d'hier, on est en dessous de 30%. Bien en dessous. Alors que vous allez regarder à Londres, effectivement, le prix du billet de métro est plutôt du côté de 3 € que d'1,80 €. Et il est rare que les employeurs le remboursent, je crois. C'est une spécificité française. Exactement. Mais les recettes commerciales à Londres représentent plus de 60% du coût total. Et donc, l'effort public, l'effort du contribuable, ne représente que 40%. Et l'objectif de nos amis londoniens est de viser que ces 40 passent seulement à 30. Donc, vous voyez, là, il y a un rattrapage à faire qui ne peut être fait que sur une longue durée. Nos amis londoniens ont, depuis 10 ans, 15 ans, augmenté au-dessus de l'inflation de 1 ou 2 points par an le prix des tickets de transport à Londres, ou de l'Oyster Card, qui est la carte d'abonnement. Et le troisième défi, c'est le retard accumulé dans la régénération de l'infrastructure ferroviaire. Toutes les pannes de la ligne L
qui vous pénalisent chaque jour viennent en grande partie, disons pour 30 à 40% de l'explication, dans le fait que l'infrastructure a vieilli et qu'on n'a pas mis l'argent suffisant pour la tenir en état, auquel il faut ajouter, bien sûr, sa modernisation. Mais rien que la remise en état, c'est 800 millions par an pendant 10 ans. Mais c'est budgété déjà. Qui sont budgétés, Madame la Ministre, avec de l'endettement supplémentaire du pays, puisque la SNCF Réseau paye à peu près, recevra l'année prochaine environ 2 milliards d'euros pour l'ensemble de la France qu'elle finance par son endettement, de fait, quand on regarde les comptes. Alors tout ça n'est pas dit, mais c'est la réalité quand on regarde à peu près. Disons que les dirigeants nous disent en aparté, mais comme ils disent tous la même chose et depuis des années, je pense qu'il doit y avoir de la réalité en dessous. Voilà les 3 défis financiers. Alors, à partir de là, il n'y a pas de recette miracle, il va falloir faire des arbitrages. On le voit bien, on en parlait déjà tout à l'heure avec Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous, en tant qu'économiste, pour terminer sur votre 3e point dont on avait parlé, quelles sont les recommandations que vous feriez à un président ou une présidente de région pour essayer de résoudre la quadrature du cercle et notamment d'agir assez rapidement? Parce que, je le redisais tout à l'heure, les usagers, ils veulent des actions rapides. Quand il y a des trains en panne, ils ne veulent pas attendre 3 ans pour que la solution soit trouvée. Il y a eu, je crois que c'était dans un de vos rapports que j'ai lu, il y a eu en janvier 2014 un problème à Saint-Lazare. Valérie Pécresse connaît bien cette gare. Il y a eu des dizaines de milliers d'usagers qui sont restés coincés dans des conditions un peu limites, même d'un point de vue de leur sécurité. Donc il y a là maintenant un enjeu. Il faut agir. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les 3 ou 4 recommandations que vous faites? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des actions qu'il faut entreprendre aujourd'hui, dont certaines peuvent porter des fruits rapidement et d'autres mettront plus longtemps. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut pas laisser une organisation des transports courir un risque aussi élevé que celui qui s'est passé à la gare Saint-Lazare, où des milliers de personnes se trouvaient coincées immobiles et où on a frôlé la catastrophe du type Stade de Henkel en Hollande, avec plusieurs dizaines de morts. Bien évidemment, toutes les pistes doivent être suivies. Alors, je les liste dans le désordre, exprès. Étaler les investissements, ça va se faire de fait. On ne peut pas tout engager tout de suite, ne serait-ce que parce que des raisons financières et des raisons de disponibilité des équipes. On ne peut pas faire plus de 800 millions de travaux par an, même si on les a, de régénération, parce qu'à chaque fois qu'on fait des travaux de régénération, il faut arrêter les lignes, et on ne peut pas arrêter toutes les lignes en même temps, sous prétexte de faire les travaux, à supposer qu'on ait les entreprises et les ingénieurs pour les faire à temps. Relever progressivement la part des usagers. Je pense que sur le long terme, la relevée de 1 point à 1,5 point au-dessus de l'inflation serait souhaitable si c'est acceptable et possible. Mais peu populaire, donc c'est pas quelque chose qu'on annonce dans sa campagne. Aucune des mesures n'est très populaire. Les travaux de régénération des lignes ne sont pas très populaires parce que pendant ce temps, les usagers n'ont pas le service qu'ils peuvent attendre. Les gains de productivité ne sont pas populaires non plus parce que ça oblige les cheminots et tous ceux qui font fonctionner les trains à s'organiser différemment, et c'est un effort qu'on leur donne, un effort que la plupart des entreprises privées ont fait pour soutenir la concurrence et que les entreprises publiques doivent faire maintenant. Rechercher des clients supplémentaires, Madame la ministre, vous en avez parlé, et ces clients, il faut les trouver, il faut les attirer, il faut offrir un service supplémentaire, notamment grâce à l'interconnexion et une meilleure utilisation des réseaux, sans en même temps attirer des usagers sur des lignes saturées. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas se faire d'un clin d'œil du jour au lendemain. Aujourd'hui, le réseau, la clientèle des transports collectifs s'accroît environ d'1% par an, après une forte croissance de 2% au cours des années 2000-2010. Si on veut aller au-dessus, il faut regarder là où on peut accueillir des usagers supplémentaires, à quelle heure et comment. Et utiliser des systèmes d'organisation de la société, d'organisation du travail, de la localisation des emplois, des horaires, qui permettent d'alléger les pointes de façon à ce que tout le monde ne prenne pas les mêmes lignes aux mêmes heures
et avec les mêmes conséquences que vous connaissez. Donc c'est un peu tous ces facteurs, sachant qu'il y a des urgences pour éviter les catastrophes, et notamment pour être prêt à accueillir des grands événements comme les Jeux Olympiques ou l'Exposition universelle dans moins de 10 ans. Mais il y a également des mesures qu'il faut amorcer et qui ne produiront leurs effets que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Merci. Pascal Chabot, prenez le micro pour quelques minutes aussi nous expliquer comment est-ce que les banquiers, l'imagination financière, l'innovation financière pourraient éventuellement contribuer à résoudre cette quadrature du cercle du financement des transports. J'imagine que c'est un sujet sur lequel vous travaillez régulièrement. D'autant plus qu'on est un peu spécialisé dans le financement des infrastructures en tant que caisse d'épargne régionale. Vous savez, nous, on existe depuis 1818. On va bientôt fêter notre bicentenaire. On est né financer tous les métros, alors. Oui, ça, pour nous, c'est pas un souci. Et avec nos amis du BTP, des bâtiments et travaux publics, on a des montages, on a des possibilités de structurer des financements. Je vais y revenir. Mais déjà, il y a un premier point. Nous, on est employeur. On est francilien, on occupe toute la région francilienne. On est une entreprise de 5000 collaborateurs. On existe depuis très longtemps, je vous le disais à l'instant. Et aujourd'hui, on a un mal fou à trouver les collaborateurs. On a 200 postes de conseillers commerciaux sur lesquels on a vraiment du mal à pourvoir. Alors, c'est lié à trois... Alors, on ne cherche pas des profils exceptionnels, hein, c'est Bac+2, Bac+3, conseillers commerciaux, donc il faut avoir un bagage économique et puis avoir un tropisme commercial, puisque c'est pour travailler avec nos clients, les conseillers. Et donc, on a énormément de mal à les trouver. Hein, et c'est un emploi qui, au bout de 18 mois, est à peu près rémunéré 30 000 euros. Donc, c'est quand même des emplois très intéressants. Alors, c'est lié à trois problèmes, en dehors de l'image peut-être des banques, puisque souvent on nous a peut-être à tort, je pense, donné une mauvaise image. En tout cas, nous, en tant que banque régionale, on a toujours essayé de faire notre travail le mieux possible au profit de la région. Mais il y a trois problèmes qu'on rencontre. La formation, donc c'est un thème de prédilection de la région. Le logement, ça aussi, c'est un thème de prédilection d'une région. Et le transport. Effectivement, le transport joue beaucoup parce qu'il y a des zones où on arrive assez bien à trouver des collaborateurs pour travailler dans notre réseau, mais il y a des zones où c'est très compliqué. Donc dès qu'on approche de Paris, des Hauts-de-Seine, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc nous, en tant qu'employeurs, on a déjà une volonté de mettre notre contribution de financier au service de la région parce qu'on en profitera directement. Alors après, on a une deuxième vision, c'est que nous, en étant une banque régionale, on a très envie que l'économie se développe parce que c'est notre terrain de jeu, c'est parce que c'est notre raison d'être. Donc là, on est là pour pouvoir permettre le développement des projets. Alors déjà, premier constat, il y a de l'épargne disponible. Il y a de l'épargne disponible. L'Île-de-France est une région riche, relativement riche, même si c'est largement perfectible. Et donc, nous, on arrive à collecter de l'argent auprès des habitants de l'Île-de-France. Et notre principe, c'est de réinvestir chaque euro collecté en Île-de-France dans des projets franciliens. Aujourd'hui, on a 1 milliard d'euros pas utilisés. On est prêt à les mettre à la disposition de projets franciliens. C'est vrai que les projets de transport sont des projets qui se financent relativement bien parce qu'on perçoit bien derrière l'utilité, on perçoit bien en quoi ça peut être utile. Je partage également avec Mme Pécresse la vision des financements européens. Nous, on a l'habitude de travailler avec l'Europe. J'en discute souvent avec mes collègues des autres caisses d'épargne. Vous savez, le réseau des caisses d'épargne est très développé en Europe. Et c'est vrai que mes collègues en Allemagne ou en Europe du Nord ou anglais ont des clients qui vont chercher beaucoup d'aide européenne. Donc, il faut être très présent. Alors, c'est vrai qu'il y a un formalisme très complexe des aides européennes, mais ça se travaille. Il y a des spécialistes qui peuvent accompagner tous les demandeurs d'aide européenne. Et c'est vrai qu'on est très en retrait par rapport à tous les autres pays européens. Nous, on est très centré sur nous-mêmes. Et donc, on travaille les aides locales, nationales, mais on est très peu ouvert sur l'Europe. La semaine dernière, j'étais à la BCE, d'ailleurs. Ils expliquaient qu'ils avaient du mal à recruter des Français à la BCE. Les Français postulaient pas pour aller travailler à la BCE. Donc voilà. Donc il y a des possibilités européennes qui sont utilisées. Nous, on a l'habitude de travailler avec la BEI pour structurer des financements. C'est vrai que ça existe et il y a bien d'autres mécanismes qui sont des mécanismes de soutien à l'économie.
Troisièmement, il y a des techniques qui sont aujourd'hui possibles. On le voit, soit à travers des sociétés projets qu'on peut créer. Je vous le disais à l'instant, avec nos amis du bâtiment et des travaux publics, on a vraiment l'habitude de monter ce type de projet. On a 2 fonds d'infrastructure qui peuvent mettre des fonds propres, parce qu'il faut aussi mettre un peu de fonds propres dans toutes ces histoires-là. On a des capacités de faire des montages sous forme diverses. Crédit Bail, nous, on est propriétaire d'une trentaine de rames de tramway en tant que caisse d'épargne. Vous voyez, on est propriétaire de 30 rames de tramway qu'on met à disposition, bien sûr, de la RATP. Et donc, c'est des montages qui permettent effectivement d'accélérer. À un moment donné, quand vous accélérez vos projets, c'est vrai que soit vous dites je travaille de manière conventionnelle et je financerai un certain nombre de projets dans 10 ou 15 ans, sauf qu'entre-temps, il y aura des blocages, il y aura des freins et votre croissance sera ralentie par le fait que vous ne mettrez pas à disposition des voyageurs, des clients ou des usagers un certain nombre de formules qui pourraient permettre d'aller plus vite et d'accélérer la croissance, parce qu'il y a des potentiels de croissance exceptionnels en Île-de-France. Et aujourd'hui, moi, je vois des régions françaises beaucoup plus dynamiques que l'Île-de-France, qui a besoin vraiment de lancer son projet du Grand Paris, parce que c'est un projet très très porteur, mais là, il va falloir l'accompagner, il va falloir accélérer. On a discuté des Jeux Olympiques qui pouvaient être un facteur de croissance, mais vous voyez, là, il existe des formules de financement où nous, on peut réfléchir, on peut mobiliser de l'épargne régionale, parce que je pense que les Franciliens ont envie que leur région aille de l'avant, ont envie que les transports, le logement soient de meilleure qualité. Et puis, on a la tradition de faire des montages aussi qui permettent aussi de trouver des solutions quand il faut aller beaucoup plus vite. Voilà, en gros, nous, notre... Et puis, il y a des projets aussi. J'allais dire, moi, il y a un projet sur lequel on a travaillé récemment, qui est une plateforme multimodale dans le 18e arrondissement portée par Sogaris. Quand on nous présente un projet qui est vraiment un projet porteur d'avenir, puisque cette plateforme permet de faire venir les marchandises par le train ou par l'eau, et puis après d'être redispatché à Paris ou en première couronne à travers des véhicules propres, on a réussi à prendre notre décision en 15 jours, 3 semaines. Donc ça a été très très vite, c'est un projet de plus de 50 millions d'euros. On voit bien que quand un projet est bien conçu, quand on perçoit bien la valeur ajoutée apportée par ce projet et l'utilité du projet, on arrive collectivement, avec d'autres financiers, puisqu'il y avait BPI également, à apporter des solutions très 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 rapidement. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment des solutions. Merci beaucoup. Justement, Valérie Pécresse, sur cette question du transport de marchandises aussi, qui est très important en Île-de-France, il y a une révolution qui est en train de se faire d'ailleurs quelque part directement d'en bas, cette fameuse idée de logistique du dernier kilomètre. Donc, beaucoup d'entreprises essayent d'être citoyennes, responsables, s'organisent pour ne plus... Et puis parce que les villes aussi mettent un peu la pression sur l'entrée des gros camions dans les centres-villes, on voit bien qu'il y a un vrai changement de la logistique urbaine. Est-ce qu'au niveau de la région, on peut prendre un certain nombre de mesures utilisant soit le numérique, soit un certain nombre d'incitations, des parkings qui peuvent manquer aussi, des plateformes logistiques en particulier, pour aider à ça, l'utilisation de la Seine, par exemple? Alors, moi, je crois que le rôle de la région, c'est d'abord de porter un projet qui est dans les limbes depuis trop longtemps, mais qui commence à se débloquer, qui a été bloqué beaucoup par les écolos, de manière paradoxale d'ailleurs, qui est Seine grand gabarit. Je veux dire, il faut absolument qu'on développe le fluvial, c'est un serpent de mer. Là, je pense qu'on est à un stade où on peut envisager que Seine grand gabarit voit le jour, et évidemment, ça change énormément de choses. Mais ça nécessite une négociation fine avec la maire de Paris pour pouvoir traverser Paris, parce que Seine grand gabarit, ça peut pas être uniquement la Seine-et-Marne, l'Essonne, et puis de l'autre côté la vallée de la Seine, Yvelines, Val-d'Oisienne. Mais la logistique, pour moi, pour l'instant, n'est pas la première des priorités. La première priorité, c'est ce qui a été dit, c'est la régénération du réseau existant. Et la régénération du réseau existant, je suis d'accord avec monsieur Paul Duboitaine pour dire que au-delà de 800 ou 900 millions, moi j'avoue que je dis que je mettrai encore 100 millions de plus, mais c'est pour mettre la pression sur la SNCF, parce que je pense qu'on est effectivement aux limites de ce qu'on peut absorber, mais il faut y aller aux limites. Il ne faut pas se contenter, il faut pousser la SNCF aux limites. Moi, je n'achète pas le discours selon lequel, quand on a 3,5 millions de chômeurs, il n'y a pas assez d'entreprises pour faire la régénération du réseau. Je veux dire, les entreprises, on les trouvera. En revanche,
revanche, effectivement, ça nécessite d'envisager de couper les lignes l'été, ça nécessite de mettre des transports de substitution, ce qu'on a fait pour le RERA. Mais moi, j'y étais tout l'été avec les usagers du RERA pour voir comment ça marchait. J'ai vu d'abord une SNCF et une RATP très mobilisées à organiser la substitution, et des usagers qui se disaient « mais si ça peut nous apporter à la fin de la fin voilà, une ligne qui fonctionne, on est prêt à tous les sacrifices, y compris de sacrifier un été ». Donc je crois qu'il y a eu une vraie compréhension de la part des usagers. Ce que j'aurais fait si j'avais été présidente de région, c'est que j'aurais fait un geste tarifaire, parce que c'est quand même la double peine. Vous avez une ligne qui ne fonctionne pas l'année et on vous la coupe l'été. J'aurais fait un geste tarifaire pour les usagers pendant les travaux. Ça me paraît... Si on veut vraiment dire que les usagers des transports publics sont des clients, ce que dit aujourd'hui la SNCF et la RATP, à ce moment-là, on fait des gestes commerciaux. Donc, la régénération de l'existant. Moi, j'ai quand même un sujet, je vous le dis, là aussi très cash, parce que je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. On est en train de mourir de ne pas se dire les choses vraiment clairement en matière politique en France. Moi, j'ai quand même un gros sujet, c'est qu'au moment de Brétigny, vous connaissez la catastrophe de Brétigny, ce déraillement du train corail Paris-Limoges, sur la ligne du RER, sur la même ligne. J'ai demandé un audit de l'état de vétusté du réseau SNCF Île-de-France. Et la majorité régionale a voté contre ma demande d'audit. C'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui la transparence sur l'état de vétusté actuel du réseau. Et c'est un vrai sujet. Vous me disiez que je connaissais bien la gare Saint-Lazare. Excusez-moi de vous reprendre, monsieur Mabille, mais c'est parce que je suis taquine. Je connais la gare de Brétigny. Je connais toutes les gares de mon pays, comme on dit dans l'enquête corse. J'ai été voir sur toutes les nœuds de réseau, et nous avons des sujets. Nous avons des sujets de vétusté de réseau et de fragilité de réseau. Donc la priorité, c'est la régénération du réseau. Il faut y mettre les moyens. Et là, je pense qu'on est à peu près au taquet, mais il faut un président de région qui vérifie qu'on dépense l'argent. Parce que ça suffit pas de l'inscrire. Cette année, on a inscrit 800 millions, on en a dépensé 600. Mais juste un point là-dessus. La SNCF semble avoir pris le problème quand même à sa mesure. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais ça va nécessiter... On voit le nombre de travaux non, mais vraiment, qu'il y a sur toutes les lignes, y compris la ligne C, qui est la mienne, pour le coup. Non, mais... oui, enfin, ça bouge. Sauf que l'incendie des Ardoines fait que la ligne C est repartie. On est reparti encore un an. On a le droit de ne pas avoir de chance parfois. Oui, non, mais vous savez, le pas de chance et la vétusté, le non-entretien, enfin, tu sais... Est-ce que la SNCF, du point de vue de la future présidente de région que vous aspirez à être, fait le travail? La SNCF fait le travail, mais elle n'a pas voulu faire la transparence et sur l'état actuel, ce qui montre que les problèmes sont vraiment d'une ampleur, j'allais dire qu'elle n'a pas envie que tout le monde soupçonne. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut qu'on pousse la SNCF jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on soit là pour qu'elle dépense bien les crédits, qu'ils soient efficaces. Ça, c'est sur la régénération. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Chabot, parce que je crois qu'il a dit plusieurs choses très importantes. D'abord, il a dit qu'il ne fallait pas raisonner à gâteau constant, à richesse constante. Si on fait des nouveaux investissements avec du nouveau matériel et si on développe les mobilités, on créera de la richesse, de la taxe, des recettes fiscales, des emplois en Île-de-France. Et on est une métropole monde. Si des Chinois décident de mettre leur siège en Île-de-France, ils créeront de l'emploi et de la richesse, et de la taxe, et des recettes pour la région, et des recettes pour le syndicat des transports. Donc ne raisonnons, s'il vous plaît, pas à recettes constantes. C'est ça qui manquait, à mon avis, monsieur Paul Duboitaine, dans votre raisonnement économique. Vous n'avez pas pris en compte la CVAE, les taxes transport, les taxes d'installation des bureaux, de création de bureaux, de parking, des taxes foncières qui seront générées par un réseau vraiment performant de transport. Et donc moi, je crois qu'il manque une notion de croissance de l'Île-de-France, dont personne ne parle. C'est un sujet qui n'est pas dans la campagne régionale. La croissance de l'Île-de-France aujourd'hui est inférieure à celle des métropoles européennes. Nous devons la rétablir et ce sera utile. La question du financement du matériel roulant. Moi, je veux des matériels roulants neufs et rénovés. Je veux ces matériels roulants neufs et rénovés parce qu'ils permettront de faire, et là aussi, c'est quelque chose dont M. Paul Duboitaine n'a pas parlé, des économies de fonctionnement. Des économies de fonctionnement. Il n'y a pas une fatalité linéaire à ce qu'on ait une augmentation des coûts de fonctionnement des lignes. L'augmentation de coûts de fonctionnement des lignes, elle vient en partie du fait de leur vétusté. Parce que des matériels vétustes demandent beaucoup plus de maintenance et des réseaux vétustes demandent beaucoup plus d'entretien. Donc plus on régénérera,
plus on ira vers des matériels performants, économiques, etc., moins on dépensera en fonctionnement. Et on peut faire des vraies économies de fonctionnement. L'automaticité y compris. Mais bien entendu, dans les projets de rénovation des matériels roulants que je porte, il y a l'automatisation de toutes les lignes de RER qui permettrait effectivement de faire des économies de coûts de fonctionnement. Donc on a les économies de coûts de fonctionnement qui viendront de la régénération. Et je pense que l'idée... Alors, c'est un choix qui est contestable et qui peut être contesté. Mais l'idée de dire, moi je veux qu'on arrête de payer cash les matériels qu'on achète, je veux qu'on les achète en les amortissant sur la durée de vie, qui peut être de 30 ans pour un matériel lourd ou de 10 ans pour un bus, et on paye 1/10 à l'achat, et effectivement, on a des taux d'intérêt bas, profitons-en. On a des taux d'intérêt bas. Donc, modernisons, et ça donnera un coup de booster à l'Île-de-France. Ça donnera un coup de booster à la croissance, à l'attractivité économique de cette région. Les transports ne sont qu'un moyen. On ne peut pas les raisonner en chambre. On doit les raisonner à l'aune de la métropolisation. Si Londres avait réfléchi avant d'investir tout ce qu'elle a investi, elle n'aurait jamais fait le Grand Londres. Et le Grand Londres aujourd'hui, c'est des milliards d'euros d'investissement qui ont déclenché une dynamique. Donc moi, je suis pour qu'on fasse de l'Île-de-France une collectivité d'investissement. Ça veut dire aussi qu'il faut faire beaucoup d'économies sur les subventions et le fonctionnement et le gaspillage. Quand la droite a perdu la région, il y avait en 98, il y avait 66% d'investissement, 30% de fonctionnement et de subventions. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, on est au ratio inverse. Un tiers d'investissement en Île-de-France, 2 tiers de subventions et de fonctionnement. 580 millions d'euros de budget de subventionnement associatif par an. Bon, il y a des économies à faire, il faut les faire, il faut redéployer cet argent sur des solutions intelligentes de transport et il faut utiliser les banques. Et je suis persuadée que l'argent existe et que nous le trouverons. On n'a pas parlé de la desserte des aéroports. Sujet absolument crucial, sujet absolument majeur. On ne peut pas opposer les nouvelles lignes aux lignes existantes. On ne résoudra pas le problème du RER A sans faire le prolongement du E. On ne peut pas, il y a 1 200 000 personnes sur le A. Vous n'amènerez pas des personnes supplémentaires. On ne résoudra pas le problème du B sans faire Roissy Express. Pourquoi ? Parce que l'un des principaux problèmes du B, et je suis une élue de la ligne du RER B, Saint-Rémy-les-Chevreuse, l'un des grands problèmes du B tient en un chiffre. 540 colis suspects sur le RER B par an. 540. Vous savez ce que c'est qu'un colis suspect sous Vigipirate, hein ? On sort tout le monde de la rame, on appelle les démineurs, on prend le temps de déminer, on sort le colis, etc. 20 minutes à chaque fois, 540. Et qu'est-ce que c'est ces colis suspects dont aucun n'a jamais explosé depuis 10 ans ? C'est des bagages oubliés par des gens qui allaient à Roissy ou qui en reviennent. Donc si vous faites un Roissy Express avec une ligne dédiée, qui d'ailleurs sera plus chère, donc qui sera plus rentable avec un partenariat public-privé, si on fait ça, on sort potentiellement 500 causes de panne sur le RER B. Donc n'opposons pas les nouvelles lignes aux anciennes. Et de même, si on veut augmenter la clientèle et donc les recettes, il faut donner les transports, une nouvelle offre de transport. Alors je ne vous dis pas que ce sera rentable tout de suite. Je ne vous dis pas que la ligne 18 qui dessert Saclay, tout de suite, il y aura des centaines de milliers d'usagers par jour. Non. Mais en même temps, est-ce que vous pouvez imaginer faire à Saclay le MIT français et pas relier Saclay à un aéroport international qui s'appelle Orly et pas relier Saclay à Paris en moins de 30 minutes ? Enfin, il faut être raisonnable. L'essentiel de l'attractivité de l'Île-de-France vient de Paris. Tous les étrangers du monde ont envie de venir à Paris. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on relie la banlieue à Paris de façon à la rendre très attractive pour des gens qui viennent pour Paris. Et c'est ça le sujet. C'est de ne pas les coincer en dehors du périphérique. Donc moi, là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement punchy. Et je pense que vraiment, les transports sont un moyen, mais un levier colossal de création de richesse et d'emplois en Ile-de-France. Et c'est ça que j'étais venu vous dire ce matin. Je m'aperçois que j'ai oublié de parler d'un sujet, monsieur Mabille. Mais bien sûr. Dont personne ne parle ici, mais parce que je crois que c'est le grand tabou. C'est la voiture. La voiture. Et je dis que c'est le grand tabou parce que j'ai remarqué que dans la bouche des politiques socialistes ouverts, le mot embouteillage n'est jamais prononcé. Je pense qu'on pourrait faire un logiciel de sémantique, essayer de reprendre tous les discours. On parle de pollution, c'est l'euphémisme. Hein. On parle de pollution, on dit on va réduire la pollution, mais on ne parle jamais de la cause de la pollution, qui sont les embouteillages. Et pour cause, c'est parce qu'en réalité, on a créé ces embouteillages. Et on les a créés, à mon sens, par une opposition manichéenne et aujourd'hui devenue totalement stérile entre
la route, les embouteillages, les voitures, et les transports en commun, les petits oiseaux et l'écologie. Voilà. Ça, c'était sans doute nécessaire dans les années 90, parce qu'effectivement, dans les années 90, il fallait relancer un investissement de transport en commun qui était déficient en Ile-de-France. On avait misé sur le tout-voiture, et le tout-voiture, on arrivait au bout d'un système du tout-voiture. Ça, c'était au XXe siècle. C'était à l'âge du franc, comme dirait ma fille. Voilà. Donc on n'est plus à l'âge du franc. On est au XXIe siècle, on est même en 2015, donc j'espère qu'on est rentré dans le XXIe siècle. Et le sujet, c'est aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait une vision de ce que c'est que la route. Et avoir une vision de ce que c'est que la route, c'est se projeter en 2030. Si vous voulez être un président visionnaire, vous devez vous projeter. Qu'est-ce qu'on fera rouler sur la route en 2030 ? Si on se dit qu'en 2030, on fera rouler sur la route essentiellement des véhicules décarbonés, beaucoup plus silencieux, et qu'on veut y refaire circuler du transport en commun, donc des bus à haute qualité de service, du covoiturage, de l'autopartage, eh bien à ce moment-là, on regarde l'investissement routier de manière totalement différente. Ça n'est plus une source de pollution, c'est un chemin. Et qui peut être contre le fait de construire des chemins ? Et donc je pense qu'il faut qu'on se réapproprie ce sujet de l'investissement routier, en ayant bien en tête l'idée qu'il faut le faire de manière écologique. Mais il faut qu'on réinvestisse. Alors, la région ne finance plus rien en matière autoroutière depuis 1998. C'est un choix qu'elle avait fait. Maintenant, je pense qu'il y a des routes d'intérêt régional dans lesquelles la région doit s'investir, et notamment des points noirs de bouchons sur lesquels la région doit pouvoir, aux côtés des départements, aux côtés des investisseurs privés, éventuellement être acteur. Je pense qu'il y a certains ponts. Je pense au pont de Montgeron, j'y serai demain. Mais je pense il y a toute une série d'endroits. Il y a le bouchon de Nogent. Il y a la 15 et l'arrivée du Val d'Oise. Enfin bon, le boulevard du Parisis. Il y a toute une série d'endroits où on sait qu'on a des points noirs de circulation et dans lesquels le bouclage de la Francilienne. Il y a toute une série de sujets routiers en Ile-de-France, où l'arrivée sur Roissy du Val d'Oise. Bref, je vais faire court, mais Montmelin. Donc, on a un certain nombre de sujets routiers sur lesquels la région ne pourra pas être absente, et je tenais à le dire ici. Puisque vous parlez de voiture, quand même, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'on n'a pas raté une occasion avec Uber, avec Uber Pop ? Les gens d'Uber nous disaient qu'Uber Pop, c'était pour beaucoup utilisé dans les endroits où il y avait en bout de RER, justement pour rentrer chez soi. C'est ce qu'ils disaient. Alors, c'est les statistiques et les datas qu'ils s'étaient prêts à donner si on pouvait dialoguer avec eux. Il y a les gens de Google aussi qui voudraient travailler sur le sujet du transport, et un peu dans le même esprit. Alors, évidemment, c'est pas des gens forcément... je dirais qui travaillent pour rien, évidemment, c'est du grand capitalisme anglo-saxon. Mais est-ce qu'on rate pas finalement une occasion à force de dire, enfin vous parliez des taxis tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas cédé un peu rapidement à une profession, certes, qui a plein de bonnes raisons de se protéger, mais du coup, on perd la croissance du gâteau dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le développement de l'autopartage, la multiplication de ce type d'initiatives qui semblaient séduire les Franciliens en particulier, puisque c'était un vrai boom, en dire un mot avec eux. Alors, Philippe Mabille, soyons clairs. Moi, je suis devenu un abonné Uber le jour où je suis tombé en panne entre Saint-Germain-en-Laye et Ardricourt à 9h30 du soir. Parce que j'avais 4 abonnements de taxi, 2 taxis parisiens en tant que parlementaire et les taxis yvelinois, deux compagnies de taxis yvelinois, et il n'y en a aucun qui est venu me chercher à 21h30 en Vallée de Seine, au milieu de nulle part. Voilà, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé Uber et je me suis connecté et j'ai eu un Uber qui est venu au bout de 10 minutes. Bon. Donc le sujet, c'est qu'effectivement, il y a une demande en très grande couronne d'une solution de transport, de taxi, de proximité qui viennent vite et qui est une qualité de service que n'offrent plus aujourd'hui, je le leur ai dit, je le leur ai dit comme je vous le dis, les compagnies de taxi traditionnelles. J'ajoute que je suis une mère de famille et que moi, Uber m'a sauvé de nuits blanches entières le samedi soir. Parce que quand vous avez vos enfants qui roulent en scooter en très grande couronne et qui vont à des fêtes où ils vous promettent de ne pas boire au milieu de nulle part, et que vous savez qu'ils vont rentrer sur des nationales pas éclairées à 3h du matin, je peux vous dire que voilà, Uber répond à effectivement une demande. Uber, mais pas Uber Pop.
Et là, je tiens à le dire, il y a un sujet très important. Il faut qu'on déréglemente, nous, notre économie, de façon à arrêter de faire partir toute notre richesse dans une économie défiscalisée et dans une économie dont les profits se feront à l'étranger. Ça vaut pour Uber Pop, ça vaut pour le commerce en ligne. Moi, j'entends tous ceux qui défendent la non-ouverture des magasins le dimanche. Moi, je ne suis pas pour une société du tout marchand, bien entendu que non. C'est pas du tout mon modèle de société. Simplement, un jour, mes fils m'ont dit « Tu sais, maman, arrête de t'obstiner sur tes histoires de magasins le dimanche. Internet, c'est pas fermé le dimanche. » Donc, si vous voulez que tous les profits commerciaux du commerce du dimanche soient fiscalisés en Irlande ou soient fiscalisés je ne sais où, continuons. Moi, je suis une petite fille de commerçant. Mon grand-père était mercier bonnetier à Gap. Je peux vous dire que... Évidemment, il ne travaillait pas le dimanche à l'époque. Mais je peux vous dire aujourd'hui que quand je vois la mort du petit commerce en grande couronne, des banlieues qui deviennent des banlieues dortoirs, etc., je me dis, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Quand je vois les touristes dépenser 40 € de moins par jour en France qu'en Espagne, je me dis, on a quand même un problème. 40 € de moins par jour. Et les séjours sont plus courts. Ils sont plus courts parce que le dimanche, on préfère le passer dans un endroit où on peut faire des courses. Et oui. Et bizarrement, si vous allez à Londres, toutes les marques françaises sont à Londres. Toutes. Donc on achète des marques françaises à Londres. Qui bénéficie des taxes? Le Grand Londres. Non, c'est plus possible. C'est pas possible. On doit retrouver notre vocation commerçante. On doit donner de l'emploi aux jeunes. On a 40% de chômage dans les banlieues d'Île-de-France. C'est ça. 40% de chômage des jeunes. Donc, il y a un moment, il faut se demander quel emploi on va leur donner. On n'en fera pas tous des ingénieurs du high-tech. Ça n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on crée de l'emploi, pas forcément très qualifié, mais rémunérateur. Et où est-ce qu'on le trouve? Où est-ce qu'on le crée mieux que dans le commerce? Où est-ce qu'on le crée mieux que dans le tourisme? Sur le tourisme, là aussi, si on parle de transport, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas aujourd'hui une offre de transport adaptée aux touristes qui leur permettrait de sortir de Paris. Enfin, l'essentiel des recettes touristiques de l'Île-de-France, c'est Versailles, Paris et Disneyland. Bon, c'est juste hallucinant. Vous allez à Barcelone, vous allez manger du Gaudi. Vous êtes tous très contents, vous adorez tous Gaudi. Des Gaudi en Île-de-France, mais on en a 70. Est-ce qu'il y a un parcours en bus pour voir le circuit des impressionnistes? Si vous allez à Auvers-sur-Oise, en semaine, personne. Personne en semaine à Auvers-sur-Oise. On prend Auvers, on prend Barbizon, on fait un partenariat avec la Normandie, on prend Giverny, on prend Marmottan et on leur met un bus et on les met dedans. Et on fait le circuit des impressionnistes. Non mais on fait pareil pour le Moyen-Âge. Provins, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Macron a une solution pour ça, ce que vous venez de proposer en tout cas. Pour votre bus. Oui, bien sûr. Non mais, je veux dire, Provins, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la plus belle ville médiévale de France, soyons chauvins. Bon, 800 000 visiteurs par an, 80% de Français. 80%, c'est à 20 minutes de Disneyland. C'est Disneyland en vrai. Et les Américains, ils adorent le Moyen-Âge. Pourquoi on ne les prend pas? Pourquoi on ne leur fait pas faire, je ne sais pas, Royaumont, Provins, Cluny? Je veux dire, il y a un moment, moi j'ai découvert des choses en Île-de-France en faisant le tour de la région. J'ai découvert la plus vieille crypte mérovingienne de France. Vous savez que vous avez la plus vieille crypte mérovingienne de France, à Jouarre? Bon, voilà. Le Corbusier, si on faisait un parcours Le Corbusier, ça vaut 10 Gaudi. Bon, donc je veux dire, le sujet, il est là, c'est une question de transport. C'est une question de transport, parce que c'est une question de rentabilisation par un circuit de transport du circuit des touristes. Donc on a à construire des choses, mais vraiment, quand je vous dis je veux être un président entrepreneur, croyez-moi, mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeunes Français qui n'aiment plus la France parce qu'on ne leur donne pas d'avenir et pas d'espoir. Donc notre vrai sujet, c'est le chômage. Et si on veut résoudre ce problème du chômage, il faut créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut aller chercher l'argent. L'argent, il est chez les touristes, il est chez les investisseurs étrangers. Voilà, et il faut le faire revenir chez nous. Et là aussi, ce que j'essaie de dire à mes collègues parlementaires, c'est un peu compliqué, c'est que c'est plus Paris et le désert français.
Avant, et ils sont un petit peu comme ça. Hein. Ah, le Grand Paris Express, on va encore tout concentrer sur la capitale. Bon, oui, enfin, on concentre, sauf que quand le train corail déraille à Brétigny, c'est sur les lignes franciliennes qui déraillent. Donc, ça touche aussi, la vétusté peut toucher aussi tout le reste de la France. Donc, le sujet, c'est qu'on a vraiment besoin de dire que dans un monde global où les métropoles sont des moteurs, eh bien, l'Île-de-France sera le moteur de la France, comme Londres est le moteur de l'économie britannique, comme Barcelone ou Berlin sont les moteurs de l'économie catalane ou de l'économie du district de Berlin. Donc on a vraiment besoin de construire une métropole dont le cœur soit battant, vous voyez, au même rythme que le monde. Valérie, il est 45. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Allez-y, une ou deux. J'essaye de vous provoquer Allez-y, là, allez-y. quand même. Transport de marchandises, alors on prend plusieurs. Allez-y. Non, moi j'avais une question, Virginie Réa, déléguée générale du MEDEF Île-de-France. Je voulais vous interpeller sur la représentation du monde économique au sein du STIF. Sachant que les entreprises financent à 60% les recettes du STIF, notamment via le versement transport et le remboursement du pass Navigo, et que nous n'occupons qu'un siège au sein du conseil d'administration. D'accord, donc représentativité, le transport de marchandises et d'ordures, ah ben, c'est un vaste sujet. Est-ce qu'il y avait encore, est-ce qu'il manque, est-ce que j'ai oublié quelqu'un peut-être qui a... Oui, allez-y. Juste une ou deux remarques très rapides. Nous avons désormais une étude sur l'état du réseau Île-de-France fait par l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Oui, mais qui date un petit peu. Non. La nouvelle récente. Une nouvelle, bon, qui effectivement est assez décapante, puisqu'elle dit qu'au-delà d'améliorations partielles, c'est tout le système de production qui est à revoir. Et qu'il faut mettre dans les conditions d'un fonctionnement optimum avec de nombreuses circulations. Oui, mais cette étude n'a pas été présentée au STIF en tant que telle, et c'est pas exactement l'audit que je demandais, pardon. Mais bon, je comprends que la SNCF a choisi ce mode d'étude. Si vous la voulez, on peut vous l'envoyer. Voilà. Le STIF aussi a commencé à acheter en crédit bail. Enfin, il fait de la titrisation, ce qui permet de renvoyer à plus tard il faut le faire encore le financement. Il faut le faire encore plus. Sur les augmentations auprès des usagers, à mon avis, ça ne peut se faire que si on a une amélioration de la qualité de service en parallèle. Sinon, on va revenir à ce qu'on a connu dans les années 70, quand on attendait impatiemment le RER, les révoltes un peu dans le métro. Et ça va, c'est ce qui va se passer. La question, c'est de savoir, ce que vous pensez des contrats qui viennent d'être signés avec SNCF et RATP par le STIF? Est-ce que vous vous situez dans la continuité? Et puis, peut-être petit clin d'œil, est-ce que vous avez une idée géniale pour boucler le plan de financement des halls? Bon, alors, on va essayer de reprendre dans l'ordre très rapidement. En 1 minute et demie, ça ne va pas être simple. Donc, sur la représentation des entreprises, moi, ça ne me choquerait pas du tout que les entreprises aient 2 sièges, mais il faut qu'elles défendent quand même leurs intérêts un peu plus vigoureusement, parce que accepter un pass Navigo à 70 € sans bouclage du plan de financement, moi, personnellement, je serais chef d'entreprise, je ne l'aurais pas accepté pour ma propre entreprise. Enfin bon, ça, c'est un détail. Donc, volontiers, mais avec un punch à défendre les intérêts des entreprises franciliennes, ce qui serait le MEDEF a été trop mou. D'accord. Non, le MEDEF, non, pas le MEDEF. Non, pas le MEDEF. Non, mais le sujet... Non, c'est pas le MEDEF. C'est pas le MEDEF. C'est pas le MEDEF. Alors, les entreprises. Oui, le monde de l'entreprise doit pouvoir apporter... C'est le prochain rendez-vous de la ministre. Non, le monde de l'entreprise doit pouvoir apporter au STIF une vision entrepreneuriale et de bonne gestion, et c'est crucial. Et il faut qu'il assume cette mission et qu'il l'assume pleinement. C'est ce que je voulais dire. Et par ailleurs, je pense qu'il faudrait que les usagers aient voix délibérative. Parce que les usagers, ils sont là, ils nous observent, ils disent des choses et on les laisse pas voter. Je pense quand même que c'est pas très moderne au XXIe siècle d'avoir un syndicat de transport dans lequel les usagers n'ont pas de droit de vote. Donc là-dessus, bon. Alors sur le transport de marchandises, oui, bon, ça, il y a aussi une question d'attractivité et de compétitivité du transport marchandises par la SNCF, qui est un éternel sujet sur le ferroutage. Et sur les ordures, moi, je voudrais qu'on parle d'un sujet, mais qui est un sujet très complexe et on ne pourra pas l'évoquer en 30 secondes. C'est toutes les ordures du Grand Paris. Parce qu'on a un sujet sur les ordures qui est un sujet majeur, qui va être les déchets du Grand Paris. On va avoir à gérer
des montagnes de déchets, puisqu'on va creuser des tunnels. Donc, on a un vrai sujet sur le plan régional de gestion des déchets qui attend malheureusement le futur président de la région Île-de-France, et ce sera quelque chose qu'il faudra gérer de manière assez subtile. Je pense qu'on sera obligé de retraiter, on sera obligé de travailler sur les paysages de l'Île-de-France. Qu'est-ce qu'on fait voilà, donc ça sera un énorme sujet, la question des ordures et des déchets. Et la propreté de l'Île-de-France, c'est un autre sujet, mais ça dépasse le sujet transport. Pardon, monsieur, vous m'aviez parlé d'Éole. Sur le bouclage d'Éole, pour l'instant, vous savez ce que veut le gouvernement. Le gouvernement veut que la SNCF fasse 1 milliard d'euros d'avance. Et la SNCF a dit oui. Donc moi, je m'appuie sur les crédits CPER, qui couvrent à peu près la moitié du plan, 1,7 milliard, plus l'engagement de la SNCF de financer 1 milliard en avance sur le CPER suivant. Ce qui ne me paraît pas idiot. Là encore, je vous le dis, comme on a besoin de faire la révolution tout de suite, il ne me paraît pas idiot de gager sur la révolution suivante. C'est l'engagement qu'a pris la SNCF avec le STIF. Et puis, il faut aussi que la mairie de Paris respecte les engagements qu'elle a pris. Moi, je suis désolée, je n'accepte pas la vision complètement égoïste, égocentrique d'un Paris qui se replierait, qui dirait il n'y a pas de voiture chez nous, mais on ne paye pas les transports pour les autres. Pas possible. Et j'ajoute qu'il y a aussi la question des parkings aux entrées de Paris, qui est une question majeure que nous devons aborder, peut-être avec des crédits européens. J'entends bien la maire de Paris qui dit j'ai plus d'argent, mais enfin bon, à un moment donné, si on veut vraiment enlever la pollution de l'air à Paris, le sujet des parkings aux entrées de Paris est important. J'ai un dernier tout petit sujet que j'ai pas abordé, si vous me permettez, je l'aborde. C'est la question du permis de conduire. Moi, je suis très inquiète toujours sur ces questions d'emploi, de chômage et de répartition de l'économie en Île-de-France et de l'aménagement du territoire. J'ai des dizaines de milliers d'emplois non pourvus en grande couronne. Emplois non qualifiés, mais aussi emplois de cadre, faute pour les impétrants d'avoir le permis. Parce que comme la Grande Couronne est mal desservie, des PME installées en Grande Couronne cherchent des jeunes. Ils ont fait leurs études souvent à Paris ou en Petite Couronne. Ils n'ont pas le permis. À Paris, vous savez que la moitié des Parisiens n'ont plus de voiture. Et les jeunes ne passent plus le permis. C'est cher et c'est compliqué. Donc on a un sujet, permis de conduire. Et donc, et on a aussi des centaines de milliers de Français, c'est un sujet de sécurité routière, qui roulent sans permis parce qu'ils ne l'ont jamais passé. Jamais passé. Donc le sujet, il est important. Donc moi, je propose qu'on aille vers l'apprentissage du code dans les lycées, les CFA, les missions locales, et du code pour tous, le code gratuit pour tous. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en ayant bien travaillé cette question du permis, je me suis aperçu que c'était le code qui était la barrière. Le code est devenu hyper complexe. Je pense que si nous devions le repasser, aucun d'entre nous ne l'aurait. Et l'examen est très difficile. Et j'ai travaillé avec les auto-écoles, et c'est vrai que je vois bien que l'essentiel de la marge aujourd'hui se fait sur l'apprentissage du code. Donc voilà. Donc on a besoin aujourd'hui de faire le code gratuit dans les lycées. Il faut financer, puisque vous avez bien compris que j'allais chercher l'argent ailleurs que dans votre poche. Donc il faut financer. Comment est-ce qu'on fait ? Moi j'ai proposé, on va voir ce que le gouvernement me répondra, j'ai proposé qu'on puisse personnaliser les plaques d'immatriculation. Alors, comme je sais que le gouvernement n'est pas de ma famille politique, je ne peux pas vendre les numéros, parce qu'ils vont me dire qu'il y a un logiciel du ministère de l'Intérieur, que c'est beaucoup trop compliqué, qu'il ne faut pas vendre les numéros. Je vous rappelle que c'est ce que font tous les pays qui nous environnent. L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, la Grande-Bretagne, ils vendent les numéros, ils les vendent même parfois aux enchères. Parce qu'il y a des gens qui sont superstitieux, et il y a des gens qui ont envie d'avoir leurs initiales, et ils sont prêts à payer énormément d'argent. Moi, je ne vous propose pas ça parce que je sais que je ne pourrai pas le faire, étant donné que le ministère va me dire que c'est trop compliqué, que c'est impossible, qu'on ne peut pas le faire. Mais en revanche, vous savez qu'il y a un cartouche sur les plaques d'immatriculation avec le logo magnifique de la région et les chiffres du département de votre choix. Si vous voulez mettre la Corse alors que vous habitez Saint-Denis, vous pouvez mettre la Corse ou la Corrèze ou ce que vous voulez. Donc moi, je proposerais volontiers, si le ministère de l'Intérieur est d'accord, là, je ne vois pas pourquoi il me dirait non, puisque c'est la région qui collecte l'argent des cartes grises, n'est-ce pas, qu'on puisse customiser et mettre les logos des entreprises ou vos initiales ou ce que vous voulez sur le petit cartouche qui est à côté du numéro. Et j'ai commencé à faire ma petite étude de marché personnelle en Île-de-France, et je fais un tabac avec cette proposition. J'ai découvert qu'il y avait énormément d'automobilistes qui avaient envie d'avoir une plaque personnalisée et qui avaient envie de mettre leurs initiales sur leur plaque. Voilà, donc je vous dis ça pourquoi ? Parce que dans les autres pays, ça rapporte des dizaines de millions d'euros par an.
la personnalisation des plaques minéralogiques. À Londres, en 30 ans, mais alors eux, c'est à l'anglaise, hein, ils les vendent aux enchères. À Londres, en 30 ans, ça a rapporté 2 milliards de livres sterling. 2 milliards de livres sterling, la vente des numéros minéralogiques. Alors, l'idée, c'est pas... Ceux qui veulent pas payer, payent pas. Hein. Ceux qui veulent pas payer, ils ont une carte grise, ils ont une plaque, on leur demande pas d'argent. Mais ceux qui ont envie de payer, pourquoi est-ce qu'on les laisserait pas payer? Pour un fonds social, pour l'apprentissage du code gratuit pour tous les lycéens. Voilà la façon dont je veux gérer l'Île-de-France. C'est pour ça que quand on me dit qu'il n'y a pas l'argent, l'argent, il existe. Il faut juste mettre l'imagination au pouvoir et aller le chercher. Merci beaucoup Valérie Pécresse.